La définition met en avant un certain nombre d'éléments qui sont clés si on veut comprendre le terme d'aménagement du territoire. Il dit la recherche n'est pas faite seulement à des buts économiques, mais au-delà, elle recherche le bien-être des populations. C'est extrêmement important parce qu'on sait que ce n'est pas seulement l'économie qui fait le bien-être des populations. Cela veut dire quoi? De manière terre à terre, on peut avoir de l'argent sans avoir le bien-être, sans être heureux, sans avoir une vie meilleure. Donc pour lui, ce n'est pas seulement la dimension économique qu'on doit prendre en compte. Mais au-delà de cette dimension économique, nous devons faire de telle sorte que l'homme soit bien, dans un cadre meilleur. Et ça pose les principales exigences en matière d'aménagement du territoire. Première exigence, c'est celle de la justice spatiale. La justice spatiale, c'est quoi? C'est que, puisqu'il y a de fortes inégalités, nous avons dit entre nord et sud, entre est et ouest, entre ville et campagne, etc. Donc la première chose, c'est d'essayer de corriger ces fortes disparités-là. Donc, l'aménagement du territoire doit d'abord rechercher la justice spatiale. Et, attention, la recherche de la justice spatiale n'est pas synonyme de recherche d'égalité entre les territoires qui sont concernés. Deuxième exigence, une exigence économique. Il parle de croissance économique. Il parle de développement. Donc, ce qui veut dire que quand on fait de l'aménagement du territoire, on doit tenir compte également de cette question économique. Et c'est tout le débat, si vous voulez, posé à l'époque par l'attitude du président Trump. Parce que lui, dans sa conception, c'est que, voilà, dans l'aménagement du territoire, ce que nous devons mettre en avant, c'est la question de l'exigence économique. Point barre, on est une puissance économique, il faut qu'on reste une puissance économique. Donc il faut investir, il faut faire de la croissance, il faut développer les États-Unis. C'est ça sa conception. Il dit, le reste, voilà, passez-moi de l'expression, il s'en fout du reste. Ce qui l'intéresse, c'est de mettre en avant la croissance économique, le développement économique. Pour lui, les questions environnementales et autres, là, que les gens parlent accord de Paris, etc., non, ce n'est pas important. Et quelqu'un du Brésil, comme Jair Bolsonaro, est allé dans le même sens. Il dit qu'il faut mettre en avant l'exigence économique. Parce que ce qui est le plus important dans leur conception, c'est que c'est la croissance économique qui doit nous permettre d'avoir le bien-être. Donc il faut avoir cette croissance économique à tout prix. Ce qui fait que lui aussi, voilà, il avait encouragé les gens à dévaster l'Amazone. Ce sont des forêts qui sont là, qui sont depuis longtemps. Ce n'est pas valorisé, ça peut être valorisé pour développer l'économie. Donc il a ouvert et les gens ont commencé à envoyer cette forêt avec toutes les conséquences que cela entraîne sur le plan environnemental. Donc il y a, si vous voulez, cette exigence économique. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que l'exigence économique ne doit pas être considérée de manière isolée, elle doit être articulée avec d'autres exigences. Nous avons l'exigence sociale. C'est la recherche du bien-être social.
Je donne un exemple. Aujourd'hui, on parle de disparité entre Dakar et Kédougou, par exemple. Si on dit, d'accord, on veut corriger cette disparité-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il y a 90% d'entreprises et d'industries à Dakar, il n'y en a pas à Kédougou. Bon, il faut aller mettre des industries, développer les activités économiques. Alors, on dit à CCPM, Patisen, Kilen, allez déployer, allez-y. On amène plusieurs industries à Kédougou. D'accord? Au bout de 3 ans, 5 ans, on a un développement économique. Mais si en déployant ces industries, ces entreprises à Kédougou, l'État en même temps ne fait pas d'hôpitaux, ou n'affecte pas d'ophtalmologues, de gynécologues, de chirurgiens, l'État n'aménage pas des espaces verts, l'État n'aménage pas des parcours sportifs, l'État ne construit pas en même temps des écoles ou des centres de formation dignes de son nom. On va avoir des problèmes. Parce que l'industriel, l'économiste que vous avez amené là-bas, qui travaille, il a besoin d'avoir un chirurgien. Parce que normalement, c'est une personne qualifiée. Il ne va pas se contenter du centre de santé ou bien du poste de santé où on n'a que des infirmiers. Il a besoin de spécialistes. Certainement, à un moment donné, il va voir ses yeux, il va voir sa santé du point de vue chirurgical, etc., etc. Donc, si on déploie l'économie, on va créer des richesses, mais sans pour autant assurer le bien-être des populations. Parce que les autres dimensions sociales qui devaient être prises en compte, santé, éducation, loisirs et autres, ne sont pas prises en charge. Donc c'est pourquoi lui, de sa définition, la conclusion que nous pourrons tirer, c'est que aussi c'est une exigence économique, mais c'est en même temps, il y a une exigence sociale de l'aménagement du territoire, puisqu'il n'a de sens que dès l'instant où il arrive à satisfaire l'homme avec grand H. Donc qu'il arrive à assurer le bien-être social de ces populations-là. Dernière exigence, une exigence technique, une spécialisation fonctionnelle. Si on reste dans la même logique, dans le même exemple de différence entre Dakar et le reste, on dit mais c'est Dakar, après le reste, c'est le désert sénégalais. Comment corriger cette situation? Bon, on ne doit pas dire que voilà, pour développer les régions ou bien pour atténuer les disparités, l'agriculture peut être un excellent levier. Donc nous allons à Ziguinchor agriculture, Kolda agriculture, Sédhiou agriculture, Kédougou agriculture, Tambacounda, Matam, Saint-Louis, Diourbel, Louga agriculture. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, à Médien, nous avons des régions qui ont un certain nombre de potentialités qui nous permettent de les distinguer. Donc, nous allons aider cette région-là à rattraper ou bien à réduire son écart par rapport à Dakar en tenant compte de ses potentialités, donc de ses spécialités. Et donc nous allons dire à Médien, les différences Dakar Thiès c'est important, mais Thiès peut être un pôle industriel. D'accord, on promeut l'industrie. Maintenant, si vous voulez, toute la zone côtière, notamment dans la partie basse Casamance et autres, nous avons des potentialités halieutiques, nous avons des potentialités forestières, nous avons des potentialités touristiques. Donc, essayons de faire ici un pôle, mais en tenant compte de ces potentialités-là, qui ne seront pas
les mêmes potentialités que nous allons mettre en avant dans la zone centre. Attention, c'est une zone sylvo-pastorale, Matam, Linguère, Ranérou et tout ça. On est dans une zone sylvo-pastorale. C'est un potentiel d'élevage important, un potentiel laitier important, de viande et autres. Comment développer cette partie-là en tenant compte de ces spécificités-là? Et c'est en mettant ensemble tous ces pôles à vocation différente que nous arriverons à avoir un territoire fonctionnel du Sénégal. Et si dans nos politiques en matière d'aménagement du territoire, on ne tient pas compte de cette situation, jamais l'objectif d'organisation fonctionnelle du territoire ne sera atteint. C'est pourquoi on dit que l'aménagement du territoire a une dimension technique, puisque l'organisation du territoire suppose que l'on tient compte des fonctionnalités, donc des spécificités des différents territoires. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, l'ancien régime avait parlé de cette nécessité de mettre en place des pôles territoires. Quand vous regardez le nouveau régime dans ses propositions, il parle également de pôles. Il parle de Baol, de Kayor, de Cap-Vert, de Casamance, etc. Donc on est dans ces mêmes logiques de réalité socio-culturelle, mais également de spécificités économiques. Et aussi bien pour l'ancien régime que pour le tenant du pouvoir actuel, et quand vous remontez à l'époque symbolienne, au lendemain des indépendances, quand vous regardez l'organisation territoriale du Sénégal, on était autour de cette région, principalement. Et ces régions pratiquement recoupent les pôles territoires prévus dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, mais aussi les différents pôles qui sont identifiés dans ce qu'on appelle le projet, donc avec le tenant du nouveau régime. Donc de manière, si vous voulez continuer pratiquement de l'indépendance à nos jours, les gens ont, dans les écrits, dans les discours et autres, voulu tenir compte de cette exigence technique. Maintenant, ça a été fait, ça n'a pas été fait. Le problème se situe à ce niveau-là. Mais, de manière permanente, il y a eu cette idée, cette nécessité de faire de l'aménagement du territoire sénégalais, n'est-ce pas, une question également d'exigence technique en tenant compte de la fonctionnalité. On ne peut réussir aucune politique d'aménagement du territoire et arriver, si vous voulez, à réussir l'organisation fonctionnelle du territoire au Sénégal et ailleurs, quelle que soit l'échelle, sans tenir compte de ces différentes exigences. Alors, Olivier Guichard a été le délégué général de la DATAR. La DATAR, c'est la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale qui a été mise en place en France et dont l'une des missions a été de faire cette réflexion prospective, cette réflexion théorique, conceptuelle, technique, pour servir de base aux hommes politiques français, à l'État français, dans sa politique d'aménagement du territoire. Donc ils ont beaucoup réfléchi, ils ont beaucoup écrit. Et ça a beaucoup servi, n'est-ce pas, dans l'élaboration, mais surtout la mise en œuvre des politiques en matière d'aménagement du territoire en France. Et donc c'est lui, Olivier Guichard, et voilà sa conception de l'aménagement du territoire. Il dit que c'est l'action réalisée par une collectivité qui pense son organisation générale en fonction des ressources nationales. Son ambition est de faire que la richesse nationale soit mieux répartie, que l'expansion profite autant aux citadins qu'aux ruraux, à l'ouvrier qu'aux paysans, aux habitants d'une région qu'à ceux d'une autre. Il met en avant plusieurs éléments qui sont importants pour l'aménagement du territoire. Il souligne d'abord la question de la collectivité. Il parle d'action d'une collectivité.
il met en avant la dimension humaine, l'action des hommes, c'est-à-dire les collectivités humaines. C'est important puisque c'est elles qui portent l'aménagement du territoire. Et ce qui nous amène à la dimension politique de l'aménagement du territoire, parce que ce sont les hommes qui font. Et on verra d'ailleurs que pour la plupart du temps, les hommes qui font sont principalement politiques, à quelques exceptions près. Mais les hommes politiques, donc l'État, de manière large, globale, c'est le principal acteur de l'aménagement du territoire. Étant entendu que même les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État. Et cet État-là, il est politique. C'est pourquoi l'aménagement du territoire est politique. Les étudiants m'interpellent souvent sur le fait qu'au Sénégal, ou même au-delà parfois, nous avons souvent des gens qui parlent bien de l'aménagement du territoire, qui maîtrisent l'aménagement du territoire, voilà, qui enseignent bien l'aménagement du territoire, etc. Mais que nos pays ne sont pas toujours bien aménagés. Et ils disent que bon voilà, il y a un problème. Je dis non, il n'y a pas de problème. Quel est le problème? Parce qu'en réalité, l'aménagement du territoire est politique. Ce n'est pas moi qui est dans cet amphithéâtre-là à parler de l'aménagement du territoire, qui a le mot, le dernier mot quand il s'agit d'aménager le territoire sénégalais. C'est le pouvoir politique, c'est l'homme politique. Et parfois même la personnalisation. Quand les gens regardent les projets d'aménagement du territoire, les vastes sentiers de l'aménagement du territoire au Sénégal au cours des 10 dernières années, vous les listez un à un, vous verrez certes l'État du Sénégal, mais entre les lignes, vous allez voir Macky Sall. Quand les gens vous parlent du polyurbain de Diamniadio, automatiquement, c'est un projet de Macky Sall. Quand les gens vous parlent du Caire, du BRT, quand les gens vous parlent du pôle de la cause, quand les gens vous parlent de l'acte 3, il y a donc l'empreinte du politique dans l'aménagement du territoire. Et donc, le politique étant un humain, ce qui fait que lui, Richard, estime que le rôle des collectivités est fondamental. Donc l'aménagement, c'est d'abord cette action des collectivités. Autre élément important, il parle de ressources naturelles. C'est-à-dire que l'organisation du territoire ne peut pas se faire en passant sous silence les ressources nationales. Et c'est ça, et c'est là le grand problème. Quand vous regardez bien les différentes cartes du Sénégal, vous essayez de les superposer. Alors, on se rendra compte que les zones les plus peuplées sont les moins riches du point de vue des ressources. Quand on regarde les indicateurs de pauvreté, monétaire, non monétaire, on va toujours classer Kédougou, Kolda, Ziguinchor, Sédhiou, Tambacounda parmi les régions les plus pauvres du Sénégal. Et moins peuplées. Mais quand on va regarder les ressources, c'est-à-dire les richesses naturelles, eau, terre, pâturage, forêt, autres, on se rendra compte que ce sont ces régions-là qui sont les mieux loties. Et c'est tout le problème.
l'organisation de nos territoires. Vous avez d'un côté les régions qui ont le plus de ressources, qui sont les moins peuplées, et de l'autre côté, vous avez les régions les plus peuplées, qui n'ont pratiquement pas ou moins de ressources, mais attendez, il faut suivre quand même. Vous ne pouvez pas être ici à Baba. Si vous ne pouvez pas suivre le cours, sortez, vous laissez les autres suivre. Alors, donc la différence, elle vient de là. Et malheureusement, c'est dans ces régions où nous avons les densités démographiques, les populations les plus importantes du point de vue du nombre, moins de ressources. Mais, paradoxalement, c'est dans ces régions aussi que nous avons les facteurs qui permettent de produire. Ce qui est extraordinaire, vous marchez dans les rues de Dakar, à tout moment de l'année, vous avez la possibilité de voir des produits locaux. Vous retournez en même temps, pendant cette même période, à l'intérieur du Sénégal, vous risquez de ne pas les voir, ou bien moins. Pourquoi? Parce qu'il y a un acheminement pratiquement de l'essentiel des productions vers les grandes villes, où ils sont commercialisés et où ils sont capitalisés. Et donc, on ne peut pas réussir l'organisation fonctionnelle du territoire sans tenir compte de ces différentes articulations-là. C'est-à-dire la question de la répartition des hommes, la question de la répartition des infrastructures et autres, doit également se faire parallèlement à celle des ressources et des autres éléments d'ordre naturel, les richesses. Donc c'est pourquoi il parle de ressources naturelles, de ressources nationales, parce que pour lui, on ne peut pas arriver à cette organisation fonctionnelle du territoire sans pour autant tenir compte de ces ressources naturelles-là, de ces ressources nationales. Donc ça, c'est un deuxième élément important. Le troisième élément important, si vous voulez, c'est la question de l'échelle. Puisqu'il dit que la répartition doit faire de telle sorte que le rural et l'urbain soient pris en compte. Et ça, c'est un autre défi qui se pose. Parce que quand vous regardez, si on reste toujours dans la situation du Sénégal, on peut l'utiliser pour les autres pays, ouest africains notamment, nous avons toujours ce déphasage entre les centres urbains et les zones rurales. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, quand avec la deuxième alternance, on a eu le PUDC, le programme d'urgence de modernisation, le programme d'urgence de développement communautaire, qui était exclusivement destiné aux zones rurales. Pourquoi? Parce que le concepteur de ce programme-là, quand il faisait les tournées, il se rendait compte, dans des villages, les gens lui disent que ah non, nous on n'a pas d'électricité, nous on n'a pas ça, nous on n'a pas de tout de production, etc., etc. Pourtant, ça se posait moins ou pas du tout dans certains centres urbains. Et donc, ce qui veut dire que nous sommes en présence de disparités, de fortes différences entre le rural et l'urbain, dans cette répartition des richesses-là, puisque l'électricité ou l'eau ou les infrastructures sanitaires, n'est-ce pas, qui sont investis dans les centres urbains, sont des investissements publics. Et donc pour lui, il est important que dans le cadre de la répartition de ces investissements publics-là, que l'on tienne compte des échelles, c'est-à-dire de l'urbain et du rural. Pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, au Sénégal, au-delà des inégalités, des disparités que nous parlons, que nous évoquons, entre notamment Dakar et les autres régions, nous avons d'autres disparités, d'autres différences à l'intérieur de ces régions. Ce sont des différences d'ordre urbain et rural qu'il est important de prendre en compte dans le cadre de l'aménagement du territoire. J'ai des étudiants qui travaillent pour leur mémoire de master sur les inégalités territoriales. Et j'essaie de leur dire que je veux
des étudiants qui travaillent sur ces questions-là à différentes échelles. Parce qu'on peut avoir ces disparités à l'échelle nationale, ça c'est connu, mais nous avons ces inégalités-là à l'intérieur même des territoires. Je ne sais pas si c'est à vous que je donnais l'exemple au cœur de Dakar, on est au cœur de la ville. Mais à l'intérieur même du plateau, vous notez en fonction des quartiers ces inégalités et ces disparités que nous avons à différents niveaux. Et donc il est important dans les politiques d'aménagement du territoire que cette question-là, si vous voulez, soit prise en charge. Donc voilà un certain nombre d'éléments à retenir par rapport à cette définition de Olivier Guichard. Alors, dans ces genres de définitions-là, si on vous demande de les expliquer, le mieux, c'est d'insister sur les exemples que j'ai évoqués tout à l'heure. Parce qu'il y a 2 ou 3 ans, je crois que c'était le sujet du premier de la session normale ou de la session de rattrapage. Et tout le problème qui se pose, c'est dans la, si vous voulez, présentation des exemples qui montrent notre degré de compréhension. Quand par exemple on dit que ça doit tenir compte de ces différences-là entre le rural et l'urbain et faire de telle sorte que les populations, aussi bien rurales qu'urbaines, puissent se sentir sénégalais. Donc cela veut dire que dans le cadre des investissements, nous devons prendre en compte cette dimension territoriale-là. Et ça nous renvoie, si vous voulez, au principe d'équité territoriale, qui est souvent évoqué et qui est un principe important en matière d'aménagement du territoire. Alors, pour Joseph Lajussy, l'aménagement du territoire a pour fin à la fois de promouvoir la mise en valeur des ressources régionales et d'améliorer le cadre de vie et les conditions d'existence des habitants en atténuant les disparités régionales de développement économique et social par une organisation prospective de l'espace reposant sur une orientation volontariste et concentrée des équipements et des activités. Promouvoir la mise en valeur des ressources régionales. C'est un élément important puisque, comme disait l'autre, il n'y a pas en réalité de régions qui sont condamnées. C'est que vous prenez les régions individuellement, pour l'essentiel, ce sont des régions qui sont dotées de ressources. Maintenant, ça peut être des ressources qui ne sont pas visibles, ou bien qu'on pense non exploitables, ou bien ça peut être des ressources facilement visibles, qu'on peut penser facilement exploitables. Mais globalement, les territoires ont toujours des ressources. Et donc, il est important dans le cadre de l'aménagement du territoire que l'on tienne compte du caractère volontariste. C'est-à-dire que vous êtes en présence de territoire, vous constatez des inégalités, vous constatez des différences en matière de développement, c'est de regarder ces territoires et de dire sur quoi on peut mettre l'accent, on peut mettre, si vous voulez, le coup d'accélérateur pour impulser les dynamiques de développement. C'est pourquoi il parle de promotion, de mise en valeur des ressources qui existent à l'échelle régionale. Ensuite, il s'agit de la question de l'atténuation des disparités régionales de développement économique et social. Donc lui arrive à cette articulation, parce que pour lui, il y a des disparités qui existent à l'échelle régionale. Nous devons les atténuer, mais en insistant sur le fait que nous ne devons pas déconnecter le social de l'économique. Les deux doivent être articulés et aller de pair. Parce que l'un entraîne l'autre et inversement. Sans l'autre, on ne peut pas faire. Sans le social, on ne peut pas faire le développement économique et inversement. Un exemple simple. Pour créer de la croissance, voilà, il faut des acteurs économiques. Ces acteurs économiques-là, ce sont des hommes, ce sont des femmes.
qui d'abord doivent être en bonne santé, qui doivent être formés pour avoir les compétences, qui doivent avoir la tête, voilà, tranquille, sans comment dirais-je, des difficultés qui les empêchent même de travailler et donc de produire. On est sur le social. Et donc sans cette dimension sociale-là, on ne peut pas avoir cette dimension économique. Et lui estime qu'il est important, si vous voulez, d'articuler les deux. Mais la nouveauté par rapport aux autres définitions, c'est la question de la prospective. C'est-à-dire qu'on doit avoir une organisation prospective du territoire. On ne peut pas dire que nous faisons l'aménagement du territoire et s'inscrire dans l'immédiat, si vous voulez, dans l'urgence, ou bien dans le court terme, c'est-à-dire les 3, les 5 ans. On doit avoir une organisation prospective du territoire. Ce qui fait que d'ailleurs, à chaque fois que vous regardez les politiques ou les schémas, les documents d'aménagement du territoire, autant vous avez, je ne sais pas si vous connaissez les PDC, les plans de développement communaux, qui sont sur 5 ans, autant tous les schémas que vous allez voir, c'est des schémas sur 15 ans, 20 ans. Parce qu'il faut avoir une organisation prospective du territoire. Il faut non seulement avoir cette vision prospective du territoire dans les documents, mais ensuite il faut l'exécuter. Regardez le cas de Dakar, avec ces questions d'inondation. Nous avons un plan de Dakar de 1957, plan Clochard, il s'appelait. Mais déjà dans ce plan, on dit à Dakar, d'ici 50 ans, 60 ans, ces zones-là seront des zones inondables. Donc ce sont des zones non aedificantes. On ne doit pas y habiter. Alors, pourquoi? Parce que c'est des zones, comment dirais-je, marécageuses, basses, qui facilement peuvent capter de l'eau de pluie, sans possibilité d'infiltration, sans possibilité d'écoulement, et donc ça peut conduire à des inondations. Ça, c'est déjà 1957. Dans les années 70, 80, on a connu au Sénégal des années de sécheresse, notamment à Dakar, mais aussi dans certaines régions du pays. Et certaines localités restaient pendant des années sans recevoir de l'eau. Et les gens ont estimé, bon, comme ça commence à durer, mais donc il n'y a pas de risque pour habiter ces zones-là. Donc les gens ont commencé à habiter, à créer des zones, et à habiter ce qui se passe dans la grande banlieue dakaroise là. Mais c'est la conséquence de cette situation, c'est des zones, des quartiers qui n'existaient pas. Mais pour l'essentiel, des zones marécageuses ou bien des zones qui sont fortement exposées aux inondations. Il y a une localité qui s'appelle Ouahina. Mais il suffit d'entendre le terme, mais pour savoir que ce sont des zones, on a vu tout, avec toutes les conséquences. Donc, il nous manque cette dimension, si vous voulez, prospective. Il est fondamental d'intégrer. Et malheureusement, nous, d'une manière générale, nous avons dans nos documents de planification, dans les documents d'aménagement et d'urbanisme et tout ça, ces dimensions sont prises en compte. Maintenant, là où le bas blesse, c'est au moment de la mise en œuvre, de l'exécution. C'est-à-dire, on n'exécute jamais. À la fin des années 80, au début des années 90, il y a eu une étude qui s'est passée au Mali. C'était un livre jaune. On avait intitulé Prospective Mali 2015. C'est un schéma, voilà, qui donnait une vision prospective du Mali à l'horizon 2015, donc c'est 25 ans pratiquement. Alors, dans les hypothèses avancées par les auteurs, l'idée était de dire que le pays est marqué par de fortes disparités, notamment entre le nord
et la partie sud. Donc le nord, c'est un peu la zone de l'Azawadan, la région Touareg, et le sud, Bamana, autour de Bamako, voilà, de Sikasso, de Caillou. Alors dans cette analyse-là, on avait dit que si on n'atténue pas ces disparités, on risque d'avoir une fragmentation, c'est-à-dire une sorte de dislocation du Mali. C'est l'étudiant qui dit. Donc ça, c'est, voilà, fin des années 90, fin des années 80, début des années 90. Donc ce qui veut dire que les gens avaient déjà alerté sur l'importance de ces inégalités et de ces disparités. Et donc il appartenait aux politiques de travailler à la réduction de ces disparités-là. Moi, j'ai eu la chance, en 2009, de faire par la route Bamako à Gao, donc du nord, du sud vers le nord. J'avais déjà lu ce document quand je faisais mon master 2006-2007. Et quand j'ai fait la distance, j'ai pris la conscience de l'alerte posée dans le document. Je me dis, ah mais, parce que j'ai quitté Bamako à 17h, à bord d'un grand véhicule. Je suis arrivé le lendemain à 11h. Et quand je suis allé à l'atelier, à la mairie de Gao, je discutais avec les populations, puisqu'on parlait de projets de développement, c'était axé sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Quand je discutais dans la salle, quand je discutais avec les gens, c'est comme si, en te parlant du Mali, de Bamako, ils te parlaient de notre pays. On était venu pour parler d'eau. Ah non, non, l'eau, il n'existe qu'au Mali. Tout est concentré là-bas. Donc des échos dans une région. Donc ces disparités-là influencent. Et donc personnellement, je n'étais pas étonné que 3 ans après, en 2012, qu'on assiste à cette crise-là, qui à l'époque n'était l'intervention de la France, allait signer la fragmentation totale du Mali, puisque même avec l'intervention, pendant longtemps, le pays est resté divisé en deux. C'est beaucoup plus récemment que les gens ont commencé la reconquête, voilà, et aujourd'hui sont arrivés à se positionner dans le monde. C'est des choses qui étaient là, qui existaient depuis plusieurs années. Cette différence, ces disparités, et qui sont source en réalité de déstabilisation. Et tant que nous n'avons pas, si vous voulez, cette vision, ce regard prospectif de l'évolution de nos territoires, on sera toujours surpris parce que les dynamiques sont importantes et se passent rapidement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous regardez dans certains cas de figure, on est plus dans l'urgence. C'est-à-dire qu'on essaie d'anticiper. Je crois que dans les réunions prévues, il y a la réunion je ne sais pas, de préparation de l'hivernage ou de lutte contre les inondations, etc. Dans un pays, si vous voulez, qui a ce regard prospectif et ce courage politique-là, on allait être dans le cadre de la mise en œuvre des actions, mais non pas dans leur conception. Et c'est cette absence de vision prospective qui fait que nous avons, dans certains cas de figure, où ce sont les hommes qui devancent la ville. Il suffit de faire le tour dans certains quartiers de Dakar pour voir. C'est-à-dire que tu entres dans cette ruelle-là, tu tombes sur des gens, une famille en train de manger. Pourtant, c'est la petite ruelle. Après, tu continues, tu vois une fenêtre, etc. Allez-y en ça. Ici, si vous allez dans la zone de Wakam, zone de York, de Niaï, etc., vous trouvez ces situations.
Pourquoi? Parce que les gens ont précédé la vie. Ils sont venus s'installer à un moment donné. Ah mais, fille de Fatangade, est-ce qu'une fille ou une fenêtre? Fille, ça ne débouche pas. Est-ce qu'il ne faut pas faire une petite rivière? On aménage une rivière. C'est ça. Alors que dans la production de la vie, la logique, c'est que si on invente, on crée, on aménage, on dégage les ruelles, etc., tout est réparti, après les gens s'installent. Donc ce sont des situations inverses. Et c'est ce qui fait qu'on est dans des problèmes avec toutes les conséquences que cela entraîne du point de vue de la mise en œuvre des politiques, pourvu que ces politiques soient intéressantes pour ces populations mêmes. Nous avons le cas du pont de Cambérène là, qui est en face du Djouma là, de la mosquée de l'Aïe, n'est-ce pas, sur la VDF. On a eu tous les problèmes avant la mise en place de cette infrastructure. Il y a le problème du canal, dans la même zone du canal que Abdoulaye voulait faire, et toutes les tensions que ça crée. Donc pour dire qu'en réalité, il y a deux éléments qui sont extrêmement importants en matière d'aménagement du territoire. C'est la question de la vision prospective de l'aménagement, de cette organisation du territoire. Là, on ne peut pas organiser un territoire dans l'immédiat, dans le présent. On organise un territoire dans le futur. Donc il faut avoir cette vision prospective de l'aménagement du territoire. La deuxième chose, c'est la question de la volonté politique. C'est-à-dire que cette vision prospective que nous donnons à l'aménagement du territoire, il faut avoir des hommes politiques, des acteurs politiques qui sont capables de respecter et donc, si vous voulez, de mettre en œuvre. Tant que l'on n'y arrive pas, on ne pourra jamais réussir nos politiques d'aménagement du territoire, dont l'échec, dans la plupart des cas, résulte de cette double absence de dimension prospective et, si vous voulez, de volonté politique. Pour Pierre Merlin, l'aménagement du territoire est l'action et la pratique de disposer avec ordre à travers un pays et dans une vision prospective les hommes et les activités en prenant en compte les contraintes. Donc il répète les autres. La question de la prospective, la question de la mise en ordre du territoire, disposer avec ordre, ce qui veut dire que dans le cadre de la répartition, on doit tenir compte des hommes, mais on doit tenir compte également de la répartition des richesses, de la répartition des ressources territoriales. Alors, cependant, il y a la question de l'art dans cette définition. Et ça met en avant la dimension pratique de l'aménagement du territoire. Cela veut dire quoi? L'aménagement du territoire, nous l'avons vu dans les définitions précédentes, c'est de la conception, c'est de la théorie, ce sont des concepts, mais au-delà de ça, c'est aussi une pratique. C'est une pratique. Il faut des outils, il faut des instruments, il faut des hommes de terrain, il faut mettre en œuvre. Donc au-delà de la dimension théorique, nous avons une véritable dimension pratique, technique de l'aménagement du territoire. Pour Brunet et autres, c'est l'action volontaire et réfléchie d'une collectivité sur son territoire, soit au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Ce sont des géographes, les Brunet, Ferras et Derrida. Donc ce qui veut dire que dans leur définition, on a une forte dose spatiale. Parce que pour eux, c'est aussi une question d'échelle. Même si pendant longtemps on a parlé de l'aménagement du territoire donc à l'échelle macro, à l'échelle de l'État, nous avons une série de recompositions à la fois d'ordre territorial, d'ordre institutionnel, qui font que nous avons eu des acteurs qui ont émergé. Et ce qui fait que, bon voilà, maintenant les acteurs locaux, au niveau des collectivités territoriales, c'est une échelle d'aménagement du territoire. Le niveau régional, intermédiaire, dans le cas actuel, c'est le niveau département. Ce sont des acteurs d'aménagement du territoire et ce qui justifie d'ailleurs l'adoption
dans le cadre des outils de l'aménagement du territoire, des schémas communaux d'aménagement du territoire, mais aussi des schémas départementaux d'aménagement du territoire. Donc nous avons des changements, nous avons des mutations, ce qui fait que d'ailleurs, de plus en plus certains ne parlent pas de l'aménagement du territoire, mais de l'aménagement des territoires. Puisque nous y reviendrons, estimant que voilà, nous avons plusieurs échelles et nous avons, si vous voulez, une diversité de niveaux, de cadres territoriaux pour faire l'aménagement du territoire.